commencer. Bonjour à tous. De la part de l'Association française de thermodynamique des matériaux, je vous souhaite une bonne année à tous. Et donc, on reprend en 2023 le cycle des webinaires de l'Aftermath. Alors, pour ces webinaires, pour le premier webinaire de l'année, on accueille Daniel Neuville de l'Institut de physique du Globe de Paris et qui va nous parler d'entropie de configuration des verres et donc la séparation dans les fonctions thermodynamiques entre une partie configurationnelle et une partie vibrationnelle est particulièrement pertinente pour des phases comme les verres dans lesquelles on peut geler des configurations. Et donc, Daniel va nous illustrer cette présentation. Avant qu'il commence, je voudrais simplement vous demander de couper vos micros pour éviter les interférences. Et puis, vous pouvez aussi, dans le chat, si vous avez des questions au fur et à mesure pour Daniel, commencer à les poser. Et à la fin de sa présentation, il y aura un échange avec Daniel qui répondra à vos questions. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à Daniel pour cet exposé. Merci Pierre et merci pour l'invitation, tous mes voeux à tout le monde. Et donc je vais essayer de vous parler de l'entropie de configuration des verres. Alors comme je n'avais pas trop d'idées sur le public visé, je vais faire un petit rappel sur ce que c'est qu'un verre. Et c'est bien parce qu'on a terminé l'année internationale du verre il y a quelques jours. Donc commencer par un rappel sur les verres, ça me semblait intéressant. Et je vais comment... Ah, si ça ne veut pas changer. Voilà. Alors, un verre, c'est quelque chose qui est ni liquide ni solide et qui va partager les propriétés de ces deux états dans un certain désordre. Et ce désordre, des fois, il peut ne pas être facile à comprendre. Alors, en fait, une petite chose amusante, je me suis rendu compte l'an dernier, lors de cette année internationale du verre, que beaucoup de mes camarades, collègues, ne connaissaient pas une petite définition qui avait été proposée en 1926 par Park et Huffman, qui avait proposé que le verre soit le quatrième état de la matière. Et c'est bien quatrième état de la matière, puisque les plasmas ont été définis 2 ans plus tard, en 1928. Donc cette première définition, c'est sorti dans Science, et Park et Huffman propose que le verre qui est ni solide ni liquide, qui a des propriétés entre les deux. Alors là, c'était des verres à base des verres organiques, avec une belle courbe de CP, ils disent que cette chose-là, c'est ni un solide, ni un liquide, c'est désordonné, et ils proposent donc un quatrième état de la matière. Donc ça, c'est vraiment important, et c'est un premier concept. Donc quatrième état de la matière, ça a des implications. À peu près juste quelques années auparavant, Zakharyansen avait proposé un schéma d'un verre d'oxyde qui était, alors c'est une représentation 2D. Vous avez les atomes d'oxygène en rond blanc, les atomes on va dire, de formateurs de réseau, les noirs. Et dans ce schéma de Zakharyansen, on a que les atomes qui sont connectés par les oxygènes sont connectés à 2 silicium ou 2 formateurs de réseau. On a des coordinates faibles pour les formateurs de réseau. Les oxygènes partagent des sommets, pas de face ou d'arête. Alors, ça, c'était vrai en 1932. On sait aujourd'hui que ce n'est plus vrai. Et potentiellement que ce réseau bidimensionnel que vous avez là, en fait, ça correspond à un réseau tridimensionnel. Alors, en fait, ce schéma-là, il a été confirmé, vous l'avez là, et Huang, en 2012, a fait une super expérience. Ils ont fait de la croissance de SiO sur des couches de graphène. Alors, dans certains cas, ils obtiennent des formes cristallines comme celle-ci. Et dans d'autres cas, ils ont obtenu cette forme-là. Et ces structures-là, si vous regardez, il y a une vraie analogie avec le schéma de Zakharyansen. Une chose intéressante également, la grande différence entre les cristaux et les verres, c'est l'efficacité lorsque l'on veut sonder un verre d'un point de vue intensité. Alors là, c'est de la diffraction de rayons X. On voit clairement que c'est nettement plus facile de faire la diffraction de rayons X sur un quartz que sur un verre de silice, puisque on a facilement un facteur 10 d'intensité directement dans le facteur de structure
entre le quartz et le verre de silice. Et si on regarde d'autres techniques, alors ici, j'ai ploté la G2R derrière. On retrouve des signatures, on retrouve notre distance TO, bien évidemment, SIO, que ce soit dans le quartz ou dans la G2R du verre de silice, mais potentiellement dans la G2R, on a une perte d'informations très très rapidement. Et si on regarde un signal RMN par exemple, dans le cas du cristal, on va avoir des pics très fins, dans le cas du verre, on va avoir des pics larges, et même chose dans le cas du roman, où vous avez ici des pics très fins caractéristiques de la structure du quartz observée par le Raman, et que dans le cas d'un spectre Raman de la silice, on a ici une information entre 1000 et 1200 qui correspond en fait aux informations d'étirement des tétraèdres, et puis à plus basse fréquence, on a les fameux pics caractéristiques D1 et D2 qui correspondent en fait à des vibrations de respiration d'anneaux à 3 ou à 4 tétraèdres. Et donc, quand on voit là ceci, on se dit, quand on va essayer de regarder les propriétés énergétiques de notre cristal et de notre verre de même composition chimique, il va y avoir une grande différence qui va résulter de ces différences structurales. Alors, si ce que l'on voit, première chose, un verre, c'est une structure désordonnée et qui possède une température de transition vitreuse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette température de transition vitreuse? Je repars là sur un diagramme un peu plus thermodynamique où je représente une propriété. Donc, c'est toujours mon joli cristal de quartz, SiO2. Et je vais regarder comment varie ma propriété de mon cristal, ma propriété, un volume. Il va augmenter avec la température de façon linéaire jusqu'à notre température de fusion. Donc là, c'est assez amusant, mais il faut le rabâcher en permanence dans les cours. À la température de fusion, on a une augmentation instantanée des propriétés jusqu'à l'apparition du liquide. Et là, potentiellement, vous avez de la silice en fusion. Et puis, bon, si on continue, on aurait température de vaporisation et puis le gaz. Donc là, on a deux des états principaux de la matière. Et l'obtention du verre se fait simplement en refroidissant notre liquide. On va obtenir notre liquide surfondu. Et ce que l'on voit là, c'est qu'en extrapolant cette pente-là, il va falloir à un moment donné qu'il se passe quelque chose, parce que si je la laisse extrapoler, je vais arriver à un intercept ici, où la propriété du liquide, ou du liquide surfondu, notamment par exemple à son volume, on aurait un volume du liquide qui serait inférieur au volume du cristal, et ça potentiellement c'est une impossibilité physique, c'est ça a été proposé par Cosmon en 1948, et qui a défini donc une température caractéristique de cette impossibilité physique. Donc ça veut dire que entre ce point-là et le liquidus, ici, il faut à un moment donné qu'il se passe une transition. Et c'est ce qu'on appelle température transition vitreuse, qui va être dépendante potentiellement de la vitesse à laquelle on va refroidir, de la vitesse à laquelle on va franchir cette zone. Donc là, on se retrouve avec une matière désordonnée, une température de transition vitreuse, et cette température de transition vitreuse, elle dépend de la cinétique à laquelle on va traverser cette zone. Donc potentiellement, on aura différents verres, différents volumes, avec différentes enthalpies, etc., en fonction de la vitesse à laquelle on franchira cette zone-là. Et donc, au final, on va se retrouver avec ici notre zone et notre verre. Alors ici, c'est un joli verre libyen. Donc là, vous avez vraiment les trois états de SiO2. Et cette zone ici, c'est ce qu'on appelle la zone de transition vitreuse avec un TG. Et c'est pour ça que quand on s'intéresse au verre, vous allez avoir dans la nature, on va définir le TG de calorimétrie avec une certaine vitesse de chauffe, 5, 10, 15 degrés ou 20 degrés par seconde, par minute. On va définir un TG de viscosité, un TG de dilatométrie. Et ces TG seront potentiellement différents
Typiquement, par le passé, nous avions montré qu'il y avait une différence d'environ 36 degrés sur des silicates et aluminosilicates entre un TG obtenu par une calorimétrie de chute et le TG de viscosité, qui correspond en fait à une viscosité de 10 puissance 12 pascal seconde ou 10 puissance 13 ampoise. Et donc, notre à 0K, enfin, ou très proche de 0K, on se retrouve à ce niveau-là avec une propriété excédentaire que l'on n'a pas, bien évidemment, dans le cas du cristal. Et donc, on va avoir à la fin donc, un volume non nul qui est caractéristique de l'état désordonné que je vous ai montré il y a quelques minutes. Alors, ça, c'est un schéma classique, tout bête. On va essayer de le regarder un petit peu plus en détail en rentrant vraiment dans le cycle anthropique. Et ici, j'ai pris un composé cristallin, CaMgSiO3, c'est du dioxyde. On a déterminé les entropies, ce sont des vrais chiffres et de vraies valeurs. À partir de mesures de chaleur spécifiques, malheureusement, il n'existe pas d'entropimètre. Donc, on n'a pas une vraie mesure directe de l'entropie. Donc, il faut passer par le CP et il faut une phase pure. Donc là, en l'occurrence, on avait un vrai dioxyde, c'est AMgSiO3. On a d'abord effectué des mesures de CP à basse température par calorimétrie adiabatique, puis après à plus haute température entre 300 et environ 1000 K par DSC, et puis après par calorimétrie haute température. Donc une fois qu'on a l'ensemble de ces chaleurs spécifiques, on peut intégrer tout cela et essayer d'estimer cette entropie du cristal. Une fois qu'on est à la température de fusion, à ce moment-là, il faut utiliser, alors j'ai rappelé ici, pardon, les trois techniques que l'on a. Donc l'adiabatique, en gros, c'était entre 0 et 400. On peut faire des mesures de DSC ou des mesures d'enthalpie relative par calorimétrie de chute. C'est ce que nous faisions, nous, avant, chez nous. Une fois qu'on est au liquidus, il faut… Alors, voilà, je sors d'examen et donc désolé, moi. Ces équations de CP, je vous donne les formes généralement que l'on utilise. C'est des paramétrisations. Alors, il y a plusieurs équations. Il y a l'équation d'Hasse-Fischer, l'équation… enfin, c'est celle-là généralement que l'on utilise et c'est celle-là qui est utilisée dans les tables de thermo de Roby, si vous voulez calculer un CP. Donc, avec cette équation, une fois qu'on l'a proche de 0 jusqu'au liquidus, on peut calculer notre entropie. C'est le plot que je vous ai fait là. Au liquidus, on va essayer de mesurer une enthalpie de fusion parce que, pareil, une entropie de fusion, on ne la mesure pas directement. Pour faire ça, on va aller à nouveau dans un autre labo et on va mesurer cette enthalpie de fusion. Alors déjà, là, juste pour mémoire, j'ai utilisé trois techniques différentes, de la calorimétrie adiabatique entre 1K et 250-280 K, du DSC en général pour travailler entre l'ambiante et 600-700 degrés Celsius, et puis une calorimétrie de haute température. Donc ça, c'est sur le cristal. Je ne connais pas de laboratoire qui possède ces trois équipements. Et puis après, il vous faut un quatrième équipement pour mesurer cette enthalpie de fusion au niveau du liquidus. Et puis, une fois que vous avez fait cela, il faut ensuite que vous mesuriez le CP du liquide, haute température, entre le liquidus et puis quelques points au-dessus. Donc, potentiellement, vous êtes à une cinquième technique. Et après, il faut refroidir notre système. Donc, arriver à mesurer le CP du liquide dans le domaine du liquide surfondu. Et là, c'est relativement compliqué puisque notre système, il a tendance à vouloir cristalliser. Donc, les mesures ne sont pas toujours faciles. Et puis, arrivé à un certain moment, on a vu tout à l'heure que nous aurions une transition automatique. Donc, nous allons avoir un TG. Et après, il faut à nouveau reprendre notre verre et refaire des mesures de CP du verre, aussi bien à basse température en adiabatique que par calorimétrie, par DSC par exemple, ou calorimétrie de chute entre 200 degrés et le TG.
Donc, ce que vous voyez là, quand même, c'est que ce cycle thermodynamique complet, potentiellement, on peut le faire sur certains composés. Il faut un composé, une composition chimique bien définie. Il faut que cette composition vous amène une certaine quantité, que vous puissiez avoir le cristal stable, un liquide stable, un verre stable, que vous ayez des copains dans plusieurs labos, à moins que vous soyez un labo très riche avec plein de moyens et performant également, pour pouvoir faire l'ensemble de ces mesures. Et donc, au final, vous allez obtenir une toute petite entropie, puisque là, on a 25 joules par mol K, en gros, à très basse température. Et quand on regarde le cycle thermodynamique, en fait, on est monté jusqu'à 600 joules mol K au niveau du liquidus. Donc, potentiellement, cette entropie de configuration, c'est un tout petit terme. Et potentiellement, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur les verres qui considèrent qu'on met 0 et ça marche. Alors, en fait, ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas parce que si on met 0, on va se rendre compte que dans plein de calculs, on va introduire une vraie erreur et on a vraiment besoin de ce petit terme et surtout de son évolution avec la température pour mieux contraindre toute une série de modèles. Donc, faire cette mesure complète, ce cycle thermodynamique complet, je vous montrerai dans un petit moment. En gros, on est capable de le faire, on l'a fait sur une dizaine de systèmes. Donc, c'est MgSiO3, SiO2, MgSiO3, quelques composés silicatés, et c'est pratiquement tout. Alors, donc ceci, c'est notre entropie de configuration. Voilà. Et donc, notre verre, il possède une structure désordonnée, une température de transition vitreuse et une entropie de configuration non nulle à 0,1 K, puisque le 0 K, on ne sait pas forcément trop ce que c'est. Alors, cette entropie de configuration, à quel niveau elle va intervenir? Si on regarde potentiellement un calcul d'équilibre de phase entre liquide et cristal, on va avoir notre delta H et puis on va avoir ce terme ici, un delta S. Et dans ce delta S, cette entropie de configuration va intervenir. Et si on ne l'a pas, on va faire une erreur importante à ce niveau-là. Alors, erreur importante, ça veut dire quoi? Par exemple, ici, c'est des vieux travaux qu'on avait fait il y a plus de 20 ans, où on a estimé le T delta S, le delta H, le delta G pour des compositions. Vous avez l'instatite, la wollastonite et le quartz. Alors ça, c'est des cristaux. Le terme T delta S, il est nul. Par contre, pour des verres de même composition chimique, pour MgSiO3, vous voyez très bien que le terme T delta S, il est pratiquement énergétiquement équivalent au delta H, que dans le cas de CaSiO3, il est non nul, et dans le cas de SiO2, également, il est non nul. Donc, potentiellement, si vous ne tenez pas compte de ces petits termes ici en rouge, potentiellement, dans votre calcul d'équilibre de phase, vous aurez un problème. Et si on développe un petit peu notre équation, par exemple, d'enthalpie de formation par rapport aux oxydes, où là, vous avez les termes enthalpiques, les termes anthropiques, si vous ne tenez pas compte de ce petit terme ici, là, que je mets en rouge, qui est réellement l'entropie résiduelle ou l'entropie de configuration, en fait, vous allez introduire une vraie erreur dans votre calcul ici d'enthalpie libre. Et potentiellement, il faut savoir que cette entropie de configuration peut représenter de l'ordre de 30% de l'entropie totale d'un verre. Donc, c'est un vrai terme important d'un point de vue thermodynamique. Alors, un des gros problèmes, c'est que là, on l'a calculé pour MgSiO3. CaSiO3, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, SiO2. Je vous ai parlé d'autres composés cristallins. Mais par exemple, si je m'intéresse au verre et au verre à vitre, je ne peux pas faire ce calcul pour du verre à vitre parce qu'il n'existe pas un cristal de composition de verre à vitre. Donc, il faut trouver une autre technique. Et une des autres techniques que l'on a essayé de développer, ça a été les mesures de viscosité. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous rappeler. C'est que potentiellement, ces mesures thermodynamiques, elles marchent que pour 0,01% des compositions et que dans 99% des cas, malheureusement, ça ne marche pas. Donc, il faut trouver un autre système. Et l'autre système, ça va être des mesures de viscosité. Donc ici, j'ai représenté la viscosité de SiO2 et puis d'un verre d'albite
donc verre d'albite, CaLSiO4, en fonction de l'inverse de la température. Ce que l'on voit là, c'est qu'on a un comportement arrénien, et donc potentiellement, on peut utiliser cette équation qui est l'équation d'Arrhenius, où le terme B, c'est une énergie d'activation. Ça marche, puisqu'en fait, l'énergie d'activation, c'est une droite, et qu'elle est constante là-dedans. Par contre, pour du verre à vitre, où là, c'est un NS3, la courbe de viscosité, ben, vous l'avez ici. Et donc là, on voit très bien que l'énergie d'activation ici ou là ne sera pas la même. À basse température, on est plutôt de l'ordre de 2000 kJ par mol, alors qu'à haute température, on sera plutôt de 300 kJ par mol. Et donc, on ne peut pas utiliser cette équation pour reproduire cette viscosité. Alors en fait, il y a 3 auteurs, il y a presque un siècle, Thalmann, Vogel et Flusher, qui, dans 3 papiers différents, ont proposé cette équation dans laquelle A1, B1 et T1 sont des paramètres, et avec cette équation-là, on peut parfaitement reproduire la viscosité. Mais ces paramètres sont purement empiriques et ne servent pas à grand-chose. Alors en fait, il y a eu, dans les années 64, Adam et Gibbs qui ont, à partir de calculs de probabilité de transition moyenne, vous avez ici l'équation qu'ils proposent, remonté, défini une zone critique et essayé de relier cette probabilité de calcul à une entropie de configuration. Et ce qui est intéressant dans le papier est un petit peu ardu à lire, mais si vous avez l'occasion, il propose cette équation, noir sur blanc, et puis c'est tout. Et en fait, il faut arriver à Georges Urbain, dans sa thèse d'État en 1974, qui est le premier à essayer de fitter des mesures de viscosité avec cette entropie d'Adam et Gibbs. Et ça marche relativement bien. Il l'applique à ces systèmes, ça marche mieux que les autres théories de volume libre ou autres. Et voilà. Mais Georges Urbain ne sait pas trop quoi faire de son calcul, et ça en reste là. Et puis, par la suite, il y a Wang et Angel qui continuent à faire ces travaux, à continuer à utiliser un petit peu cette équation d'Adam et Gibbs. Et par la suite, vous avez Schreiber, Richer, et puis après, on a continué avec Richer à continuer à utiliser cela. Donc ici, simplement, je vous ai représenté une composition qui est Mg 3Al2 Si3O12. Donc, c'est une composition de grenade, un pyrope, sur lequel on peut faire des mesures de CP complètes de la basse température jusqu'au liquide, les mesures sur le liquide, les mesures sur le verre. Donc, on a fait ce cycle complet thermodynamiquement et on a fait les mesures de viscosité ici complètes entre Tg, le liquidus. Vous avez ici la vraie courbe de viscosité de cette composition. Ici, vous avez le vrai cycle thermodynamique complet de cette composition. Donc là, tout marche bien, tout est propre, tout est joli. Et avec la courbe de viscosité, on va pouvoir essayer de déterminer donc l'entropie de configuration. Et c'est ce que nous avons fait. Donc l'entropie de configuration de cette composée, Mg3L2Si3O12, vous l'avez ici. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a un bon accord. Elle est de 55 joules par mol K, et potentiellement, on obtient la même valeur calculée par la viscosité. Et donc là, sur cette figure-là, j'ai représenté la petite quinzaine de composés sur lesquels on est capable de faire ce cycle complet de mesure. Alors, il semblerait, je fais un petit peu de recherche actuellement, il semblerait qu'il y ait une compo de verres de calcogénure dans lesquels je pourrais à peu près presque trouver tous les données. Il manque un CP sur une compo. Mais auquel cas, on aurait un point de plus et qui serait non pas un verre d'oxyde, mais un verre de calcogénure. Et donc, vous voyez qu'il y a potentiellement un bon accord entre l'entropie de configuration déterminée par la viscosité et l'entropie, la réelle entropie de configuration déterminée par le cycle thermodynamique complet, en sachant que quand vous faites une mesure de viscosité, en gros, complète, une courbe à ce niveau-là et là, vous allez utiliser 2 appareils, en général, des mesures auprès de Tg, puis des mesures auprès niveau du liquidus, et en quelques jours, vous avez fait les mesures sur toutes les compositions chimiques qui vous intéressent, à savoir le verre à vitre ou n'importe quel type de verre.
Et comme je l'ai dit, vous ne trouverez pas de cristal de verre à vitre. Donc, cette partie ici, là, vous ne pourrez pas la mesurer, la partie bleue. Et donc, avec la courbe de viscosité, on est capable de mesurer, de déterminer cette entropie de configuration. On considère maintenant que notre système y marche et que la théorie qu'on utilise permet de déterminer les entropies de configuration de tous les verres et de tous les liquides. Et donc après, ce terme-là d'entropie de configuration, on va pouvoir l'injecter dans des modèles thermodynamiques de calcul de delta G pour essayer de regarder des delta G de dissolution ou des choses comme ça. Mais potentiellement, cette entropie de configuration, qu'est-ce que c'est d'un point de vue structural? Alors, je repars un petit peu sur de la structure d'un verre. Vous avez ici notre verre SiO2 avec nos oxygènes connectants. Je rajoute dedans du sodium dans mon système. On va venir casser nos liaisons à ce niveau-là et on va créer donc des oxygènes non pontants qui vont modifier notre réseau. Et ce que l'on va avoir, potentiellement, on va avoir une augmentation de cette entropie de configuration. Donc, je vais essayer de vous montrer ça dans un petit moment. D'abord, regardons un petit peu une propriété. Donc, vous avez ici notre quartz, notre verre de silice, avec les oxygènes pontants. Et ce système, il a une viscosité très élevée. À 1200 degrés, on a une viscosité de 12. Vous avez ici son spectre Raman, c'est celui que je vous avais montré initialement, avec les signatures des anneaux à 3 et à 4 tétraèdres ici, les signatures des bandes de vibration des tétraèdres, et ici, vous avez la vraie courbe de viscosité en fonction de l'inverse de la température, le point 10 puissance 12, vous l'avez là, et il correspond bien à ce niveau-là. Donc, je rajoute du sodium dans mon système, et à ce moment-là, la viscosité, elle a diminué très rapidement. Il suffit de très peu de sodium à l'intérieur pour perdre plusieurs ordres de grandeur dans notre courbe de viscosité. Vous avez ici la courbe de viscosité qui va varier quasi linéairement avec l'ajout de sodium. Et ce que l'on voit clairement à ce niveau-là, c'est qu'il y a un vrai changement de régime, puisqu'on passe d'une droite à une vraie courbe, comme celle de NS3 que je vous ai démontré tout à l'heure, pour notre viscosité. Si on regarde la structure observée par spectrométrie Raman, on est passé ici de SiO2 avec une apparition de bandes importantes dans les zones des vibrations d'étirement des tétraèdres, parce que nous allons avoir ici toute une série d'espèces Q. Donc, espèce Q, ça va être du silicium avec un certain nombre d'oxygènes connectants. Ici, potentiellement, sur mon schéma, on pourrait imaginer que mon tétraèdre, il est Q3, puisque vous avez 3 oxygènes pontants et un oxygène non pontant. On pourra en avoir 2 oxygènes verts, ou 3 ou 4. Et donc, ça va permettre de varier de Q4, le 100% pontant, jusqu'à Q0, celui qui est le non connecté au maximum. Et donc, cette structure ici, on est capable de la lire au niveau de la spectrométrie Raman. Alors, une fois qu'on a toutes ces courbes de viscosité, là, vous avez tous les points individuels que l'on a pu faire, on va avoir n courbes de viscosité, et à partir de ces n courbes, on va pouvoir calculer les entropies de configuration. Donc, en gros, ici, c'est un système SiO2, vers Na2O, vers K2O ou vers Li2O. J'ai représenté ici les entropies de configuration. Alors, j'ai représenté en joule-gramme par atome. Et vous avez ici donc l'entropie de configuration de SiO2. Du système sodium, vous avez ici à 80% de silice, 75. Donc, on a une légère augmentation, légère diminution. J'ai reporté également des valeurs pour SiO2, K2O. Pareil, on a ce type de variation. Et pour le lithium, on n'a qu'une à 66% de silice. Alors, j'ai également représenté une courbe ici. Et cette courbe d'entropie, je l'ai déterminée avec cette équation. Avec une petite chose amusante, je considère que j'échange un atome, mais pas n'importe quel atome. Je change mes NBO ou mes BO. Dans ce cas-là, dans le cas de la silice, j'ai que des oxygènes pontants, et petit à petit, en rajoutant du sodium, du potassium ou du lithium, je crée des oxygènes non pontants. Et c'est une idée qu'avait eue Jan Botinga il y a presque 30 ans maintenant. Et il avait imaginé que le XI soit le rapport BO sur BO plus NBO. Et en faisant ça, potentiellement, on retrouve
cette variation d'entropie en partant de SiO2 et en descendant. Alors, je n'ai pas poussé plus loin parce que de toute façon, à plus basse teneur en silice, on ne forme pas de verre. Ce que l'on voit, c'est que cette hypothèse est faite par Bottinga en mélangeant donc des BO et des NDO, permet potentiellement d'avoir une courbe d'entropie de mélange qui n'est pas totalement délirante par rapport à l'entropie de configuration obtenue à partir des mesures de viscosité sur toute une série de systèmes. Donc, potentiellement, ça peut être une façon d'appréhender l'entropie de configuration dans un système très simple. Alors, ces NBO, potentiellement, on peut les déterminer, donc soit à partir de la spectrométrie Raman que je vous ai montré tout à l'heure, soit à partir de RMN. Ça, c'était de la RMN du silicium qui avait été faite par Maekawa, où il était parti, ici, vous avez NS4, et ici, il est arrivé jusqu'à 55 molaires de sodium. Donc, en lisant la RMN à ce niveau-là, on est capable également de déterminer le nombre d'oxygène pontant, non pontant, et donc de remonter à ce terme ici. Là, ce sont simplement des exemples de décomposition. Et ici, c'est les fameuses structures que je vous montrais tout à l'heure de Q0, d'un silicium totalement non connecté à un silicium totalement connecté. Et donc là, vous avez simplement des exemples de décomposition. Ici, c'est pour un verre proche du métasilicate de sodium, dans lequel Maekawa a proposé un Q2, Q3. Et ici, c'est un verre à 60% de silice, dans lequel je proposais Q2, Q3 et un petit peu de Q1. Et potentiellement, soit par la RMN, soit par le Raman, on est capable d'avoir une idée de ces variations de proportion des espèces Q. Alors ici, c'est le Q4, ici, c'est le Q3. Et donc, on peut imaginer qu'avec ces oxygènes, ces variations d'oxygène pontant ou oxygène non pontant, recalculer, injecter cela dans l'entropie, l'équation d'entropie que je vous ai montré tout à l'heure, et recalculer cette variation d'entropie pour un système simple, SiO2 alcalin. Alors, un des premiers travaux qu'on avait fait par le passé, il y a très longtemps, c'était de regarder également un autre système, un système simple qui était MgSiO3, CaSiO3, où là, j'ai représenté les viscosités. Je suis désolé, il y en a, certains d'entre vous ont N fois vu ces slides. Et ici, donc, je n'ai représenté que 3, mais en tout, il y a 7 compositions sur lesquelles on a fait les mesures complètes de viscosité et on a calculé pour chacune de ces courbes les entropies de configuration. Ici, c'est simplement représenter les viscosités pour chacune des compositions. Vous les avez ici en vertical, les 7 courbes. Et ce que l'on voit, c'est qu'à haute température, la viscosité varie linéairement, alors qu'à basse température, on a un vrai minimum de viscosité pour les compositions intermédiaires. Alors, à haute température, pour quelles raisons les viscosités varient linéairement? C'est simplement que dans l'équation d'Adam et Gibbs que je vous ai montré et sur laquelle je vais revenir dans 2 minutes, à haute température, il y a un terme de chaleur spécifique et que les CP des liquides, quand on va passer d'une composition de MgSiO3 à CaSiO3, varie de façon linéaire. Et ce terme de CP, c'est le terme qui va contrôler la viscosité à haute température. Donc, si on rentre un tout petit peu plus en détail, là, j'ai remis nos équations de viscosité. Je vous ai rappelé les premiers travaux, donc Adam et Gibbs 65, Urbain 72, Wang et Angel, et puis après, ça continue. Donc, une fois que vous avez ces courbes de viscosité, vous utilisez ceci et vous êtes capable de calculer individuellement ces points. Alors, en fait, c'est les fameux points rouges, ici, avec des barres d'erreur que j'ai estimées à partir des barres d'erreur des viscosités. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit cela, potentiellement, ces points rouges, je peux les fitter assez facilement avec cette courbe bleue. Il y en a un qui ne marche pas, mais en gros, ce n'est pas si mal que ça. Et pour cette courbe bleue, potentiellement, je vais considérer que ça va correspondre à ce terme de mélange auquel je vais avoir ajouté ici un terme topologique qui va être cette variation linéaire entre l'entropie de configuration de MgSiO3 et celle de CaSiO3.
Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'à haute température, les viscosités ici varient de façon linéaire. Et si elles varient de façon linéaire, c'est simplement qu'en développant ce terme d'entropie de configuration, dans ce terme d'entropie de configuration, vous avez ici un terme constant qui est constant à la température de transition linéaire, et puis ici, un terme de CP. Et c'est ce terme de CP qui, à haute température, va généralement nous donner une variation constante du terme de CP, et ce terme-là dominera le terme d'entropie à haute température, ce qui imposera une variation linéaire de la viscosité. Ce terme de CP configuration, c'est ni plus ni moins que potentiellement un delta CP de Angel, ou la différence du CP du liquide moins le CP du verre ATG. Dans le cas très simple du calcium et du magnésium, nous avions eu la chance à l'époque d'avoir cette belle courbe en cloche avec les points qui fitent bien, et cela correspond à ce qu'on appelle un mélange idéal entre le calcium et le magnésium, ce petit terme idéal de mélange que l'on va utiliser pour reproduire cette entropie. En prenant cette entropie-là, je l'injecte dans cette équation, les mesures de CP, je les ai par la calorimétrie, et je suis capable de reproduire la viscosité avec une très grande précision. Donc, mon système fonctionne, et à partir de mesures d'entropie, je peux déterminer ma viscosité et fonctionner dans un sens ou dans l'autre. Il est évident que dans ce système-là, MgSiO3 existe, CaSiO3 existe comme cristal, vous pouvez trouver le diopside, mais si vous voulez chercher ce cristal-là dans la nature et que vous vouliez effectuer une mesure complète, une détermination complète d'entropie de configuration de ce système-là, ben vous n'y arriverez pas parce que vous ne trouverez pas ce cristal-là. Donc, si vous n'avez pas ce cristal, vous n'aurez pas le liquide, vous pourrez l'avoir peut-être, probablement, mais ce sera compliqué d'avoir, il va vous manquer toute une partie de votre cycle thermodynamique. Une chose également intéressante dans cette théorie, c'est que, dans cette équation notamment, c'est que cette équation implique que j'ai un mélange idéal, et donc, cela sous-entend que l'on a une distribution aléatoire du calcium et du magnésium dans mon système. Donc là, j'ai relié la viscosité à la structure de mon système. Et cerise sur le gâteau, il y a Alvard et Stebbins, l'école de RMN de Stebbins, qui avait fait de la RMN sur les mêmes compositions, RMN de l'oxygène, et ils avaient vu que les oxygènes non pontants étaient distribués de façon aléatoire autour du calcium et du magnésium, et cela malgré la grande différence de taille qu'il y avait entre le calcium et le magnésium. Donc, le calcium et le magnésium, on est à 0,5 et en termes de rayon pour le magnésium, et un peu plus de 1 pour le calcium. Donc, il y a du simple au double pratiquement. Et malgré cette différence de taille, bon, ils ont la même charge, d'accord, mais malgré cette différence de taille, on a une distribution aléatoire, et on peut passer d'un système calcium à un système magnésium uniquement en utilisant cette équation. Donc, ça marche, et c'est sympathique. Et ça nous a permis en même temps de montrer la validité de notre système. Alors, si on prend une autre composition, alors dans là j'ai juste rajouté cette entropie, donc c'est une vraie image de la structure. Si on prend un autre système intéressant pour le monde verrier, c'est le système SiO2, Na2O, CaO. Pourquoi il est intéressant? Parce que ici, en bleu, j'ai matérialisé la quasi-totalité du verre à vitre, du verre à bouteille et de notre verre au quotidien que l'on utilise. Donc, comprendre un petit peu les viscosités ou les entropies dans ce système-là, c'est intéressant. Alors, un petit défaut de ces compositions en bleu, c'est qu'elles sont à 70-75% de silice, et qu'il est difficile. Alors, on peut obtenir la composition sodique, mais on ne peut pas obtenir la composition calcique. On n'arrive pas à obtenir un verre à 70% de silice et 30% de calcium. Donc, ce que j'ai fait, pour essayer de comprendre, il me fallait avoir les end-members, les pôles purs. J'ai diminué ma teneur en silice, et j'ai fabriqué une série de verres à 60% de silice, où vous avez ici, j'ai représenté la viscosité du silicate de calcium, la viscosité du silicate de sodium, et puis les 4 compositions intermédiaires entre ces deux pôles purs. À partir de ces courbes de viscosité, j'ai calculé
j'ai reploté en fonction de la composition chimique. Donc là également, on retrouve bien notre variation linéaire de température, notre déviation pré-TG de la linéarité. Donc, on retrouve à peu près des choses équivalentes à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais par contre, les choses se complexifient un petit peu. C'est quand je calcule ici mon entropie de configuration à partir de chacune de ces courbes de viscosité. J'obtiens les points ici que je représentais en rouge. J'ai tracé en bleu, comme tout à l'heure, la variation linéaire ou la variation topologique d'entropie entre le pôle calcique et le pôle sodique. Voilà. Et on voit clairement que cette courbe ici, elle est quand même très différente de la courbe du mélange idéal, puisque si on avait un mélange idéal du sodium et du calcium, on aurait dû avoir cette courbe-là. Donc, première chose que je peux dire, c'est que quand je mélange du sodium et du calcium, ils ne vont pas se mélanger de façon aléatoire dans mon système. Ils vont se mélanger d'une certaine façon, je ne sais pas comment, mais ce ne sera pas idéal. Je ne vais pas remplacer un sodium par un calcium dans la même position. Et en parallèle de ça, j'avais fait des études en spectrométrie Raman, et la spectrométrie Raman m'a montré effectivement une structure totalement différente entre le système calcique, calcique et le système sodique. Et par chance, Lee et Stevens, toujours à Stanford, se sont amusés à faire de l'ARMN de l'oxygène 17 sur des compos équivalentes, et ils ont montré que là, le sodium et le calcium ne se distribuent pas de façon aléatoire autour des oxygènes non pontants. Donc là également, c'est intéressant. On a une excellente similitude entre l'observation à la nanoéchelle, l'ARMN, et une propriété macroscopique telle que la viscosité. Et potentiellement, en plus, tout marche bien, que ce soit le Raman, l'ARMN montre des choses qui ne se mélangent pas à l'échelle structurale de façon aléatoire, et les propriétés macroscopiques, l'entropie, la viscosité, montrent la même chose. Donc, un cas très simple où on peut imaginer qu'on a un système idéal, où on a un mélange aléatoire entre le calcium et le magnésium, c'est le premier cas. Et un autre cas, un mélange qui n'est pas idéal, qui est le mélange sodium-calcium. Alors, ça, c'est en parallèle de ça, il y a très longtemps, j'avais regardé le mélange entre SiO2 ici et des verres d'albite. Alors, j'avais fait à l'époque de la spectrométrie Raman. Et avec cette spectrométrie Raman, j'avais déconvolué en espèce Q la partie haute fréquence. Et en décomposant cette partie haute fréquence, j'avais essayé de calculer des rapports d'abondance. Et vous les avez à ce niveau-là. Donc, c'est les rapports d'abondance des différentes bandes. Et ce qui est intéressant, c'est que on trouve un maximum aux environs de 0,25 à ce niveau-là. C'est-à-dire, en gros, ce maximum, il correspond, vous l'avez ici, c'est pour la composition d'albite. Donc, NaAl, Si3,8, voilà, je vais y arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on prend les mesures de viscosité de l'albite, de la jadéite, de la néphéline et de SiO2, on peut s'amuser à recalculer l'entropie de configuration pour les mêmes compositions. Et ici, j'ai reporté les variations d'entropie. Et ce qui est amusant, c'est que potentiellement, les variations d'entropie montraient un maximum pour l'albite, à peu près le même maximum que là-dessus. Et donc, là, c'était il y a plus de 25 ans maintenant, on avait montré également qu'il y avait une vraie concordance entre les variations d'entropie de configuration avec les variations d'espèce Q observées par les outils structuraux. Donc, je vais m'arrêter là. Comme ça, on aura un petit peu de temps. Je pense que j'ai dû faire à peu près 45 minutes, il me semble, Pierre. En concluant que ce terme d'entropie de configuration des verres, c'est vraiment un terme fondamental. Si vous n'avez pas ce terme-là, quand vous faites un calcul de delta G, vous introduisez une erreur qui peut être jusqu'à 30% dans votre calcul. Et si vous voulez des calculs précis, c'est mieux de connaître et d'injecter dans vos modèles
cette entropie de configuration. Et puis, cette entropie de configuration, potentiellement, un avantage, c'est qu'elle vous apporte une vraie information sur la structure du verre. Alors aujourd'hui, on peut aller plus loin. Je n'ai pas mentionné ces choses-là. On a développé des petits outils qui, à partir des espèces Q, peuvent recalculer directement l'entropie. C'est des travaux qu'on a fait il y a quelques années. Il faut voir comment on pourra aller plus loin. Ça marche bien dans des systèmes à 3-4 oxydes. Mais je pense que pour l'instant, on n'est pas encore prêt à faire un spectre Raman sur un système, un alumino-silicate de calcium, magnésium, sodium, potassium, par exemple, à 6 ou 7 oxydes, essayer de déconvoluer ce spectre Raman et puis calculer l'entropie de configuration. Je pense que pour l'instant, on a encore un petit gap, mais peut-être que d'ici une dizaine d'années, grâce au progrès du machine learning et de quelques autres outils, du NanoRaman et autres, probablement qu'on pourrait arriver à vraiment améliorer ces modèles. Mais j'en reviens à la chose importante de mon exposé, c'est ce terme d'entropie de configuration. C'est vraiment un terme fondamental dont on a besoin dès qu'on veut faire un calcul dans un diagramme de phase. Je m'arrête là. Ok, ben, merci Daniel pour cet exposé. Alors, je regarde un peu le chat pour savoir si on a des questions. Les gens ont fui ou… Non, non, il y a encore de nombreux participants, mais soit tu as été très clair, soit… Soit j'ai endormi tout le monde. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de questions. Moi, éventuellement, je peux avoir une remarque, enfin, une question un peu polémique. Quand on regarde un peu la littérature des vers, on voit qu'il y a une littérature abondante, par exemple, sur les équations de viscosité. Toi, on a vu, enfin, on connaît tes préférences et tu as montré toute la pertinence de l'approche Adam et Gibbs. Mais même récemment, on a encore des gens qui proposent des nouvelles équations de viscosité en disant que c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Donc, quel est un peu ton sentiment là-dessus, sans pointer personne du doigt, mais… C'est pas être polémique. J'ai la réputation d'être méchant, donc je vais clairement dire les choses. Effectivement, on a certains amis, collègues c'est toujours intéressant d'avoir l'équation Dupont ou machin chose, d'avoir ton équation qui porte ton nom. Et donc, tu peux paramétrer une équation de la façon que tu veux. J'ai parlé tout à l'heure des équations d'Hasse-Fischer au niveau des CP. Quand tu fais le lien un petit peu dans la littérature, il y a plusieurs équations qui permettent de fitter les CP. Il y a l'équation de Berman, il y a par exemple, et puis je peux citer d'autres auteurs. Il suffit de faire une paramétrisation, ça marche. Pour la viscosité, effectivement, il y a une autre équation qui est beaucoup utilisée aujourd'hui, c'est l'équation Miega proposée par mon ami John Morrow, qui est une belle équation, mais qui n'apporte rien, puisqu'en gros, Miega, c'est pratiquement la même chose que Adam et Gibbs. Le seul truc, c'est qu'au lieu de calculer l'entropie de configuration, il calcule la fragilité, mais la fragilité, tu l'as directement par la courbe de la viscosité. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser Miega et potentiellement, si John Morrow a développé Miega, l'idée est un peu plus pernicieuse que ça, c'est que je pense qu'il est un petit peu convaincu et qu'il a beaucoup travaillé avec Gupta. Et il y a certaines personnes qui considèrent que les verres n'ont pas d'entropie de configuration. Et ces gens-là, potentiellement, n'ont jamais fait de mesure de CP à basse température, parce que s'ils avaient fait des mesures de CP à basse température, ils auraient vu qu'à 1 K ou à 1,5 K, tu prends un verre et il a un CP excédentaire par rapport au cristal équivalent. Et donc, ce CP excédentaire que tu as à 1 K ou à 2 K, potentiellement, c'est une entropie excédentaire. Alors, à 0 K, je ne sais pas ce qui se passe, mais potentiellement, à 0,5 K, un verre a un CP non négligeable. J'aurais pu effectivement rajouter cette courbe-là par rapport à un cristal équivalent. Donc, si tu as un CP excédentaire, tu as une entropie excédentaire. Gupta et John Morrow et quelques autres considèrent que ce n'est pas forcément vrai. Non, mais… Donc, à partir de ce moment-là, il ne cherche pas à déterminer cette entropie de configuration. Et puis, comme ça avait déjà été fait et qu'il voulait se différencier, il a proposé une autre équation qui permet d'obtenir ce terme de fragilité qui est utile dans un certain sens. Mais potentiellement, cette fragilité, c'est uniquement c'est le concept c'est Austin Angel qui avait proposé ça en 91. Je ne vais pas remettre ma présentation, mais c'est simplement quand vous avez SiO2, on a une droite dans la viscosité, et donc à ce moment-là, on a un système fort.
Et dans le cas de NS3 ou de NS2 que j'ai montré tout à l'heure, on a une vraie courbure, donc on a un système fragile. On le voit à ce niveau-là dans la viscosité. Austin Angel l'avait considéré dans le delta CP, il considérait que ça avait un delta CP de l'ordre de 1,1. On était dans un système fort, donc avec un M petit, une fragilité de méga petite, et dans un système, une belle courbe, style NS2, tu as un delta CP qui est plus proche de 1,3, et donc à ce moment-là, tu es fragile dans la dénomination de Angel. Et donc, à ce moment-là, le terme M sera plus proche de 7 ou de 8 dans l'équation de méga. Mais c'est la même chose, c'est simplement, voilà, essayons de faire les choses simples. Et la dernière fois que j'ai discuté avec Austin Angel par rapport à cette chose-là, ce que j'ai. Et Austin m'a dit, effectivement, tu as raison, bon, il ne peut pas me contredire aujourd'hui, mais, mais il était d'accord avec moi. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas des équations ou des modèles, c'est des vraies données. Que ce soit à mesure de CP, que ce soit à mesure de viscosité, on a un vrai déficit de mesures pour pouvoir vraiment injecter ces mesures-là dans des modèles. Et c'est ça le gros déficit aujourd'hui. Ok. Donc, j'ai bien compris le message. Alors, on a une question là dans le chat, donc de, je crois, Bertrand Poumelet qui dit C'est une belle question, je la vois. Comment ouais, voilà. Comment intervient la vitesse de refroidissement dans l'entropie de configuration? Merci Bernard pour la question. Merci Bertrand pour cette question. Ouais. C'est une vraie question. Il n'y a pas de vraie mesure. On n'a pas de. Le problème, c'est qu'il faudrait arriver à avoir des verres. En gros, dans tous les verres que l'on a fait, les mesures de CP, on a toujours obtenu à peu près les mêmes verres parce que les vitesses de trempe étaient à peu près équivalentes. Et que si on voulait voir des différences, il faudrait faire des mesures de CP sur des verres hyper trempés. Que les quantités de verres qu'il faut pour faire les mesures de CP qu'on utilisait à l'époque, c'était 5-6 grammes, que les verres hyper trempés, c'est plutôt 100 milligrammes. Effectivement, ça fait partie des choses qu'il faudrait faire. Mais faire des mesures de CP précises sur 100 milligrammes, c'est compliqué. Et il faut vraiment des vitesses de trempe très différentes. Mais c'est une très, très belle question et sur laquelle, pour l'instant, il n'y a, à ma connaissance, aucune donnée. Okay. Juste pour rebondir sur ta remarque sur les mesures de CP, depuis les années 70, il y a une technique qui s'est développée, qui est maintenant devenue commerciale, qui est la calorimétrie de relaxation et qui permet de faire des mesures avec des précisions un peu moins bonnes que la calorimétrie adiabatique basse température, mais sur des quantités de matière de l'ordre de la dizaine ou centaine de milligrammes, donc peut-être sur des verres, enfin des quantités qu'on pourrait obtenir par des hypertrempes. Tu as raison, Pierre. Tu as raison, tu as tout à fait raison, Pierre. Le problème, c'est que ces mesures-là, en gros, on est à 3-4% et que probablement que la différence de CP, ce que l'on voit, c'est que d'un point de vue structure, quand tu fais de la RMN, par exemple, de l'aluminium sur un système trempé à partir de lévitation ou trempé normalement ou hyper trempé, on va faire varier la quantité d'aluminium 5 de 5 à 9 ou 10%. C'est-à-dire que la variation structurale est très, très faible sur une variation de trempe qui est d'une trempe classique à une trempe de 1000 degrés par seconde. Donc, déjà, tu as une variation structurale qui est très faible, donc probablement que la différence de CP sera très faible. Et si ton erreur sur ton CP, elle est de 2 ou 3%, bah, il y a beaucoup de chances que tu ne le vois pas. Donc, il faudrait, dans un premier temps, essayer de synthétiser des verres en hypertrempe. Et puis après, essayer de mesurer les CP. Ça peut valoir le coup d'essayer. Hein. On peut prendre une compo MG, la compo par exemple CaSiO3 ou MG3 L2SI3O12 et essayer de faire aller à ODIO, faire de l'hypertrempe. Et puis ça peut valoir le coup d'essayer. Hein. Mais j'ai peur qu'on soit vraiment aux limites aux limites de ce qu'on peut mesurer. Alors, je vois qu'il y a une autre question. C'est Jean-Marc Joubert. Alors, Jean-Marc demande, qu'en est-il de la possibilité de calculer ou prédire l'entropie de configuration par des approches type ab initio ou dynamique moléculaire ou autre? Cela a-t-il été fait? Y a-t-il des comparaisons avec des mesures? Alors, à ma connaissance, ça n'a jamais été fait et je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'ai une petite idée, mais nos amis qui font de l'ab initio ou de l'AMD
ils n'essaient pas de déterminer les entropies de leur système. Après, moi, si j'ai une remarque là-dessus, c'est d'après ce que j'avais compris, parce que moi non plus, je suis très incompétent en dynamique moléculaire, mais les verres qu'on obtient en dynamique moléculaire, ils sont à des vitesses de 30 qui sont beaucoup plus, enfin, qui ne sont pas directement comparables avec les vitesses qu'on obtient expérimentalement. C'est-à-dire que c'est des verres qui sont trempés à des très grandes vitesses, quoi, pour former des verres dans un calcul type dynamique moléculaire. Tout à fait, mais ils obtiennent quand même un système qui est désordonné. Donc, ce Ouais. système désordonné, on pourrait essayer de. On a une structure désordonnée, on pourrait essayer d'imaginer un calcul de désordre et un calcul d'entropie à partir de là. Mais oui, ce n'est pas fait non plus. D'accord. Alors, est-ce Alors, qu'on a oui, alors, donc, c'est Jean-Marc, toujours. Tu as parlé de mélanges non idéaux et de l'effet de la mise en ordre sur l'entropie de configuration. Y a-t-il la même chose au niveau des enthalpies de mélange et est-elle possible de la mesurer? Ça me rappelle une discussion ça me récente. rappelle une discussion qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est ce que tu veux dire, Jean-Marc, par l'effet de la mise en ordre de l'entropie de configuration. Jean-Marc, peut-être tu peux prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour, Jean-Marc. C'est l'exemple que tu as montré là Je ne mets pas un ordre, en fait. où tu montrais qu'il y avait une mise en ordre entre les deux. C'était SCA. C'est pas une mise en ordre. C'est le terme mise en ordre que je ne comprends pas, excuse-moi. Enfin, c'était non idéal en tout cas. C'est non idée. Ouais, il y avait un mélange non idéal et moi j'avais compris que c'était lié à une mise en ordre. C'est un désordre qui est non aléatoire. C'est-à-dire que les oxygènes pontants ne se répartissent pas de la même façon autour du sodium et du calcium. OK. Alors effectivement, tout à l'heure, avant le début du webinaire, on discutait avec Pierre comment, dans les calculs, au niveau des enthalpies de mélange, en général, on ne fait pas forcément intervenir ces termes d'idéalité. Et en général, on met les mélanges idéaux soit sur l'entropie, soit sur l'enthalpie. Et à ma connaissance, il n'y a pas de vraie mesure. Peut-être que Pierre, tu peux apporter plus d'informations au niveau mesure enthalpique. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mesures de fait. Ouais, parce que dans les verres, je pense, dans les systèmes d'oxyde, il y a eu un certain nombre de mesures d'enthalpie de mélange. Et c'est surtout Nawrotsky qui a fait ça. Et d'ailleurs, elle avait montré que, de mémoire, elle avait fait au moins certains ternaires, mais très peu, je pense. Et on voyait qu'il y avait généralement des enthalpies de mélange qui étaient généralement faiblement soit endo, soit exo, et que ces écarts par rapport à, enfin, ça pouvait être, enfin, ces enthalpies de mélange pouvaient être assez différentes dans le liquide et dans le verre. C'est-à-dire que le verre pouvait avoir un comportement un peu différent. Par exemple, dans un ternaire, la nappe d'enthalpie de mélange du liquide pouvait être assez différente de celle du verre. Donc, bon, c'est voilà. Après, pour revenir à la remarque de Jean-Marc, peut-être que ce que Jean-Marc pensait, c'est que la courbe que tu montrais correspondrait à la présence d'un associé dans le liquide et que le mélange entre cet associé et puis le end-member de l'autre côté, lui, pourrait être vu comme idéal. C'est peut-être ça, non, que tu pensais, Jean-Marc? J'avais compris qu'il y avait une mise en ordre entre les deux cations, le calcium et le sodium. Non, il n'y a pas de mise en ordre. En fait, je répète ce que j'ai dit, c'est les oxygènes pontants ou non pontants qui ne sont pas répartis de la même façon autour de ces deux cations. D'accord. Alors là, une question de Lionel, voilà. Merci pour cet exposé très intéressant. Existe-t-il des données sur les verres de phosphate? À ma connaissance, pas. Je vais redire ce que j'ai écrit. J'attends que Lionel ait un peu de temps pour me fabriquer une série de verres de phosphate simple sur un binaire et qu'on s'amuse à le faire. Pour la borophosphate, si tu te dépêches, on peut présenter des données au mois de juillet. Mais en fait, ma question, c'était est-ce qu'on peut attendre un effet particulier
en travaillant sur des… Alors, c'est des verres qui sont en général moins polymérisés que les verres de silica, donc beaucoup plus d'oxygène non pontant. Est-ce qu'on Faisons-le. peut attendre un effet particulier? Non, tu as une idée? Non, faisons-le. Oui, why not? Il faut trouver un système simple de phosphate, je ne sais pas moi, avec un alcalin alcalinotéreux ou 2 alcalins, et puis fais-moi 100 grammes de verre, et puis tu prépares 4 ou 5 compos et je fais les mesures. D'accord, bon, bah, c'est noté. Si tu fais ça vite, je ne sais plus quand est-ce qu'est la date des résumés pour la borophosphate, mais on présente ça au mois de juillet. Et j'avais une deuxième question. Alors, je suis désolé, tu l'as peut-être mentionné, mais j'ai dû partir parce qu'on a eu une alerte incendie, enfin un exercice. Hein. En termes d'effet alcalin mixte, quand tu as sur ces courbes d'entropie que tu as montrées, ça se traduit comment alors, Ça se traduit, c'est le maximum d'entropie que j'ai montré tout à l'heure. Et alors, en fait, ce maximum d'entropie, le vrai mélange effet alcalin mixte, de point de vue viscosité, il se voit bien sur le calcium-magnésium, potentiellement calcium et zinc également. Mais quand on regarde les systèmes sodium-potassium, c'est ce qu'on avait montré en 93 avec le LOSC, avec Montésar, c'est que ça ne marche pas. Contrairement à ce qu'avait montré Richer en 84, où il avait repris des vieilles données de poules de 1948 et où il avait fait l'hypothèse que le mélange idéal fonctionnait parfaitement, le mélange entre sodium et potassium. En fait, en refaisant des mesures sur des aluminosilicate sodium-potassium, on s'est rendu compte que le mélange n'est pas, on ne peut pas reproduire les entropies en utilisant XI log de XI. Donc, en fait, il faudrait mieux appeler le système mélange alcalino-terreux mixte. Mais voilà. Alors, par contre, sur les conductivités, ce n'est pas tout à fait le cas. Sur les conductivités, effectivement, dans les alcalins, ça marche bien. On a un beau minimum qui est correct. Mais sur les verres de phosphate ou sur les verres de borate, il faut y aller. Il faut faire les verres et puis il faut m'envoyer des systèmes simples et puis il faut avancer. Ok, je note. Très bien. Donc, je ne vois pas de nouvelles questions dans le chat. Donc, je pense qu'on va pouvoir en rester là pour ce séminaire. Alors, avant de remercier Daniel et de terminer ce séminaire, je voudrais juste vous annoncer qu'il y aura un prochain séminaire, je crois que c'est en mars, et ce sera de Thomas Guénaud de l'ONERA sur l'interdiffusion dans des systèmes métalliques, donc groupe de diffusion ou interdiffusion. Donc voilà, ce sera le prochain séminaire de l'Association française de thermodynamique des matériaux et vous recevrez les annonces par la liste de diffusion habituelle. Voilà. Donc, je vous remercie tous, et en particulier Daniel pour son exposé, et puis tous les participants. Et puis, donc, à bientôt pour de prochains webinaires. Merci à tous. Merci à vous tous et merci pour l'invitation.